Moi, c'est Lina et donc je travaille à l'ESMENA. Et aujourd'hui, j'aimerais donc parler de la société civile israélienne et d'Israël de manière générale depuis le 7 octobre et principalement depuis aujourd'hui, avec pas mal d'évolutions qu'on peut voir en interne. Et donc, c'est la raison pour laquelle j'ai décidé de m'entretenir avec vous. Donc, merci. Avec plaisir. Donc, je vais vous laisser vous présenter auprès de nos auditeurs, mettre en avant votre profil et aussi votre parcours si vous le souhaitez. Très bien, donc je m'appelle Rina Bassiste, je suis journaliste depuis beaucoup d'années, plus que 20 ans. J'ai commencé en fait ma carrière comme diplomate israélienne au ministère des Affaires étrangères à Jérusalem. J'ai fait un poste en Colombie, mais après j'ai quitté ce parcours pour devenir justement journaliste. Je travaillais un petit peu partout dans le monde, en Amérique, en Europe, pas mal en Afrique aussi. Je travaille principalement pour deux médias. Donc, d'abord, un média israélien qui est la radio publique et la télé publique israélienne, ce qui s'appelle Cannes, et aussi pour un journal américain qui s'appelle Al Monitor. On a notre rédaction à Washington avec des équipes un petit peu partout dans le Proche-Orient. Et moi, je suis responsable justement de dossiers israéliens au sein d'Al Monitor. Voilà. Merci beaucoup. Aujourd'hui, j'aimerais mettre l'accent sur la société civile israélienne. On a l'impression que de plus en plus, elle est un tout petit peu fragilisée. Sa fracture se monte de plus en plus face à l'État. Et donc, c'est vrai que donc depuis le 7 octobre 2023, Israël n'est pas seulement engagé dans une guerre militaire à Gaza, le pays est également entré dans une séquence de recomposition interne profonde. On se superpose donc état de guerre permanent, des crises politiques non résolues et des transformations accélérées des rapports entre l'État, le gouvernement et la société civile. Donc en soi, la guerre agit moins comme une sorte de rupture totale, mais plutôt comme un accélérateur de dynamique en interne. C'est la manière dont j'interprète la chose sur la société israélienne. Et la guerre met en avant des dynamiques qui sont déjà préexistantes, mais qui sont accélérées. Donc la polarisation politique, on a aussi un affaiblissement des contre-pouvoirs et la montée d'un nationalisme ethno-religieux, principalement représenté par le ministre Itamar Ben-Gvir dans ses discours, ou alors Smotrich également dans ses discours. Donc on a une sorte d'élitement du contrat civil entre gouvernants et gouvernés. Est-ce que pour vous, la guerre a-t-elle transformé la société israélienne en une société de mobilisation sécuritaire, ou alors on observe peut-être une politisation plus profonde et durable du champ civil? Bon, vous avez tout à fait raison parce que la guerre en fait a accéléré un processus qui était déjà présent dans la société israélienne et aussi dans la politique israélienne, parce qu'on a bien vu que toute l'année avant le 7 octobre, cette rupture, ce sentiment peut-être d'abandon d'une partie de la société israélienne par rapport au leadership existait déjà, surtout par rapport à ce qu'on appelle la réforme judiciaire. C'est qu'une partie en fait, de la société appelle même la révolution judiciaire parce qu'il s'agit d'une volonté du gouvernement de Netanyahou, justement d'affaiblir des institutions judiciaires. D'abord la Cour suprême, mais pas que la Cour suprême, il s'agit aussi de la communauté parlementaire qui doit nommer des juges. Donc il y a cette rupture d'abord parmi les institutions gouvernementales, avec des tentatives accélérées l'année avant le 7 octobre et même plus cette année, justement d'affaiblir, si c'est l'appareil judiciaire, aussi la police, et donner de plus en plus de pouvoir au gouvernement. Même par rapport au Parlement, ce sera le gouvernement qui va de plus en plus décider. Pour beaucoup des Israéliens, ça veut dire en fait fracturer et fragiliser les fondements démocratiques de l'État israélien. On a vu énormément de manifestations avant le 7 octobre. Bien sûr, le 7 octobre a arrêté les manifestations pendant quelques mois. Mais là, on est de retour parce que le gouvernement est de retour avec ce projet d'affaiblir ces institutions. Il y a aussi, bien sûr, parallèle à ces tendances, à cette
quasiment guerre dans la société israélienne, aussi le phénomène du virement à droite, comme partout en Europe, dans le monde, aux États-Unis, pareil. Là, le Premier ministre Benjamin Netanyahu, c'est le Premier ministre israélien qui a tenu dans ce poste le plus d'années par rapport à tous les autres Premiers ministres. Il a déjà 17 ans Premier ministre, c'est extrêmement long. Il a encore la majorité et pour l'instant, si on regarde les sondages, il est encore le personnage le plus populaire pour le poste de Premier ministre. Il a derrière lui Naftali Bennett. Mais Naftali Bennett, c'est aussi un personnage de droite. Donc vous voyez, pour l'instant, on a une société qui est extrêmement fracturée, avec beaucoup de personnes qui étaient abandonnées par leur propre gouvernement, par leur propre leadership. Mais par contre, il n'y a pas beaucoup d'alternatives parce que la gauche est aussi extrêmement affaiblie depuis le 7 octobre. Sur toutes ces couches-là, j'ajouterais aussi bien sûr ce qui s'est passé les jours de 7 octobre. Donc ça accentue en fait les sentiments d'abandon parce que l'armée n'est pas arrivée et il fallait que les gens se débrouillent tout seuls. En fait, tous ces résidents de kibbutz et de moshav qui attendaient pendant des heures, l'aide n'arrivait pas. Donc, ces sentiments comme si les gouvernements et aussi l'armée ne fonctionnaient plus. Et depuis ces jours-là, il n'y a pas eu de réponse de la part du gouvernement parce que Netanyahu n'a jamais pris la responsabilité de ce qui s'est passé. Et pour l'instant, on ne voit même pas dans l'horizon une commission d'enquête, une vraie commission d'enquête, parce que le gouvernement a voté il y a 2-3 mois, justement pour ne pas avoir une grande commission d'enquête, mais plutôt une commission d'enquête politique qui sera composée justement de membres de parlement. Et ça, ce n'est pas du tout ce que la plupart des Israéliens souhaitent pour justement essayer de minimiser d'une certaine façon cette fracture, ce sentiment d'abandon. Et donc pour poursuivre votre réponse, est-ce qu'on peut même dire que la guerre a réintroduit une sorte de hiérarchisation des causes légitimes au sein de la société civile israélienne, c'est-à-dire on met plus l'accent sur la sécurité, ensuite on va tenter de remettre l'accent sur la démocratie, et ensuite les questions humanitaires, on les bascule sur la fin. Oui, d'abord, il faut dire qu'avant le 7 octobre, quand même, Israël était, ou plutôt avant que le gouvernement a commencé à introduire cette réforme judiciaire, l'économie israélienne était dans un très très bon état, avec les Startup Nation, avec voilà, toutes ces entreprises d'high-tech. Il y avait beaucoup d'Israéliens qui vivaient très bien. Cette introduction de la réforme judiciaire a beaucoup changé avec justement beaucoup de leaders dans le secteur de high-tech qui se sentaient plus chez eux et même avec des réflexions, est-ce qu'il faut partir d'Israël parce qu'Israël perd de plus en plus en fait ses bases démocratiques. Mais tout ça, c'était bien sûr accentué avec la guerre, parce que la guerre a ajouté une autre couche, d'autres difficultés sur l'économie israélienne et bien sûr les sentiments des Israéliens que sans la sécurité on ne peut pas se reconstruire. D'abord les gens avaient peur parce que après le 7 octobre, vous vous souvenez bien, les menaces de la part du côté en fait, de la bande de Gaza et aussi côté de la frontière avec le Liban, il y avait encore des missiles et des roquettes qui continuaient à tomber sur les Israéliens. Donc ce sentiment d'insécurité et aussi la peur que les gouvernements et l'appareil sécuritaire, si c'est l'armée ou les autres agences, ne peuvent pas vraiment assurer la sécurité des Israéliens. C'était quelque chose d'extrêmement fort. Et encore, je pense, ce n'est pas encore gagné. Donc, bien sûr, la question de la sécurité est devenue une priorité pour beaucoup d'Israéliens avant toutes les autres choses.
Mais après, bien sûr, la démocratie aussi, c'est encore un point extrêmement sensible parce que à côté de ces soucis sécuritaires, il y a aussi les sentiments comme si les gouvernements utilisent ça comme excuse, comme explication pourquoi en fait il faut affaiblir toutes ces institutions démocratiques. Et ça, c'est inacceptable pour une grande majorité des Israéliens. Malheureusement, il faut dire, bien sûr, le côté de l'aide humanitaire vers la bande de Gaza a été d'une certaine façon mise à côté parce que les Israéliens se sentaient, non, d'abord, c'est notre sécurité. On a peur, en fait. On a encore très peur pour nous, pour nos enfants. On a le sentiment que Hamas n'est pas vaincu, Hezbollah n'est pas vaincu. Donc, ce n'était pas évident, justement, pour la presse israélienne, je pense, à avancer justement cette question de l'aide humanitaire, aussi la souffrance, en fait, des Gazaouites. Et c'est peut-être difficile à expliquer quand on est hors d'Israël pourquoi il y avait, soi-disant, un manque de sensibilité de la part de la société israélienne, mais je crois que ça a changé. Et je crois que maintenant, il y a quand même beaucoup d'Israéliens qui poussent justement, qui disent c'est pas possible, on ne peut pas avoir cette souffrance à côté de chez nous. Mais là aussi, ça, d'une certaine façon, ça met justement en avant aussi la fracture politique en Israël avec un camp qui dit non, la priorité c'est justement de vaincre Hamas et tant pis pour tous les autres. Et l'autre côté, l'opposition israélienne qui dit mais non, c'est pas possible, il faut trouver un schéma vers l'avant. Les Palestiniens, si c'est en Cisjordanie ou dans la bande de Gaza, ils vont rester là, ils ne vont pas partir. Ce sont nos voisins, il faut trouver un chemin pour l'arrangement. Et le problème est bien sûr que pour beaucoup d'Israéliens, même ceux qui veulent une solution, pour l'instant, il n'y a pas un vrai interlocuteur, en tout cas pas quelqu'un qui peut, comme on dit en anglais, deliver, vraiment entrer dans des négociations, qui peut apporter, voilà, qui peut s'engager dans des vraies négociations. Et donc malheureusement, je pense que voilà, un dialogue avec la société palestinienne, ce n'est pas pour l'immédiat. C'est un point que vous mettez en avant qui est très intéressant parce que j'ai pu discuter avec une autre chercheuse donc, qui ne concernait pas Israël et Palestine mais plutôt l'Iran où la diaspora a du mal à complètement délivrer les demandes de ce qui se passe en interne parce que c'est l'interne qui vit actuellement la guerre, les conflits, les destructions, etc. Et donc c'est devenu très compliqué de pouvoir faire la différence entre une demande et une demande politisée. Et c'est un point qui est frappant parce qu'on le voit actuellement donc avec l'Iran, mais on le voit aussi très souvent et depuis 2023 entre Israël et Palestine. Et le fait que les Israéliens demandent à ce qu'on règle leurs problèmes d'abord à eux et ensuite on pourra trouver une solution pour la question palestinienne, c'est également ce que les Palestiniens font, c'est trouver une solution pour nous et ensuite trouver une solution pour la cause israélienne. Et c'est de là où il y a une sorte de fragmentation également entre les demandes de la diaspora qui, eux, ne vivent pas, comme vous l'avez dit, en Israël comme en Palestine. Et donc c'est très compliqué également d'avancer et d'avoir un leader des deux côtés qui pourrait parler, donc accepter et avoir une preuve d'empathie et accepter les souffrances des deux côtés, reconnaître ensuite les souffrances de l'autre côté, pour ensuite travailler ensemble sur une mémoire et avancer sur une construction d'un État palestinien et d'un État aussi israélien qui sera moins fragmenté et beaucoup plus à même avoir un dialogue avec l'entité, l'État qui sera juste à côté, qui sera Palestine. Oui, vous avez tout à fait raison. Je vais peut-être aborder ça sur deux angles. D'abord, on est en France, donc on peut évoquer justement la reconnaissance de l'État de Palestine et qui était accepté avec de la rage en Israël, même côté de l'opposition israélienne. Il y avait très peu d'acceptation dans la société israélienne à cette démarche qui en fait comment dire, a approfondi la crise vraiment entre Jérusalem et Paris. Si on parle maintenant avec des diplomates israéliens, ils vont dire nous, on n'est plus en dialogue avec ni le Quai d'Orsay ni avec l'Élysée. C'est terminé avec cette reconnaissance de l'État de Palestine parce que même pour plusieurs chefs des partis d'opposition, ça c'était quelque chose d'inacceptable parce que depuis le 7 octobre,
c'est ce qu'eux ils pensent, et la communauté internationale ne peut plus imposer ou essayer d'imposer sur la société israélienne qui est tellement en souffrance, qui n'a pas encore, qui ne s'est pas encore rétablie depuis le massacre de Hamas. On ne peut pas imposer ce dialogue ou une solution du conflit israélo-palestinien sur la société israélienne. Donc ça, c'est une chose qu'on voit que même parmi l'opposition israélienne, on se dit, attendez, c'est à nous de dire à quel moment on s'apprête justement de dialoguer avec les Palestiniens et aussi les sentiments en Israël, comme si justement il n'y a pas le président Mahmoud Abbas est tellement faible qu'on ne peut pas vraiment discuter ou négocier avec lui. Donc, et ça, c'est une chose. Et après, il y a aussi l'effet sur la société, ou plutôt la politique israélienne elle-même. Si vous regardez les sondages, certes, on a évoqué tout à l'heure que Benjamin Netanyahu est encore assez populaire, mais même étant populaire, il ne peut pas, si on avait des élections aujourd'hui, il ne pourra pas constituer un gouvernement. Et pourquoi? Parce qu'il n'aura pas la majorité. Le problème est que l'opposition non plus n'aura pas la majorité. Et pourquoi? Parce que, à part une partie d'opposition, qui c'est la partie les démocrates de Yair Golan, tous les autres partis d'opposition ont déclaré de façon très ouverte qu'ils ne vont pas constituer une coalition avec les partis arabes. Et sans les partis arabo-israéliens, il n'y aura pas une majorité. Ça, c'est quelque chose, c'est un changement qui est très dramatique depuis le 7 octobre. Il y a les sentiments dans la société israélienne juive qu'on ne peut plus justement s'associer avec les partis arabes qui peut-être n'ont pas assez, entre guillemets, condamné ce qui s'est passé. Donc là, on arrive à une impasse politique. Donc même s'il y aura des élections, probablement, ça sera impossible de mettre en place un gouvernement de majorité. Donc cette question israélo-palestinien les massacres de 7 octobre, ils ont une influence absolument, une influence extrêmement importante, non seulement sur la politique extérieure d'Israël, mais aussi de ce qui se passe dans la politique intérieure en ce moment. Et vous relevez un point très intéressant, c'est la question de Benjamin Netanyahou, qui se bat pour avoir une certaine légitimité et avoir une sorte de consolidation de son pouvoir. Comme vous l'avez mis en avant, il y a quand même une certaine division au sein de la Knesset et au sein du Likoud également. Et donc mon point ici, c'est de savoir, est-ce que le fait que l'État d'Israël soit en état d'urgence à cause de la guerre, et que cet état d'urgence-là a été renouvelé plusieurs fois après la première intifada, la deuxième intifada, et puis les autres événements qui ont abouti avec la guerre civile entre le Hamas et le Fatah également, est-ce que donc, cette extension de l'état de guerre et de cet état d'urgence, et donc de aussi contrôler ce qui se passe sur la bande de Gaza avec encore quelques frappes du côté israélien comme du côté aussi du Hamas à l'égard de la société israélienne, mais aussi le fait qu'il soit également choisi pour faire partie du comité américain pour reconstruire la bande de Gaza. Est-ce que c'est pas une sorte de manière pour lui de rester encore au pouvoir et de montrer qu'il fait quelque chose et qu'il est là et qu'il essaie d'écouter sa population en interne? Mais aussi, est-ce que c'est pas une sorte de paradoxe parce qu'il ne veut pas une reconnaissance de l'État palestinien, mais vouloir contrôler ce qui se passe à Gaza, c'est entre guillemets une sorte de reconnaissance de la souveraineté gazaoui et palestinienne sur Gaza. Quel est votre point de vue d'expert sur cette question-là? Oui, je ne dirais pas que c'est un paradoxe, je dirais plutôt que Netanyahou est coincé. Oui. Parce que d'un côté, il a justement sa coalition, et on voit que de plus en plus les partis d'extrême droite de M. Smotrich et de M. Ben-Gvir deviennent de plus en plus fortes. Et donc lui, il essaie tout le temps d'apaiser tous ceux qui soutiennent, tout ce qui appartient au camp de droite et de l'extrême droite, tant pis pour les autres, parce que les autres, ils ne les comptent pas. Et donc ça, c'est d'un côté, et les leaders de l'extrême droite, ils ne cachent pas d'où ils veulent aller. Pour eux, il faut continuer la guerre jusqu'au moment où Hamas est complètement vaincu,
Et même, ils parlent, même si je pense que la grande majorité des Israéliens sont contre, mais eux, ils ne cessent pas de dire qu'il faut même rétablir la colonisation dans la bande de Gaza. Mais je précise que sur ce point-là, je pense que c'est vraiment une minorité dans la société israélienne qui même réfléchit à cette folie. Mais l'idée est constamment remise sur la table. Donc ça, c'est un côté. Pour Netanyahou, il a aussi ses problèmes personnels avec son procès. Donc il a besoin de son camp, il a besoin d'être rassuré, il a besoin de garder cette possibilité qu'à un certain moment, peut-être, il lui faudra une législation qui va l'aider à se sortir de ces problèmes judiciaires. Donc, il est extrêmement prudent de garder sa coalition intacte. Ils ne vont pas partir du gouvernement. Mais de l'autre côté, il y a bien sûr l'administration américaine. Et à la fin, c'est le président américain Donald Trump qui décide pour tout le monde, pour la région, pour Israël aussi. Netanyahou sait très bien ça et il essaye, voilà, il faut pas fâcher le président américain et je crois que c'est pour cette raison qu'il a accepté justement de faire partie de cette Conseil de paix, Board of Peace, établi par Donald Trump. Ça lui a pris quelques jours d'accepter l'invitation parce qu'au début il a dit merci, j'ai reçu l'invitation sans dire j'accepte la nomination, mais après, bien sûr, il n'avait pas le choix. Mais on ne peut pas dire que ça les rend très heureux d'être voilà, dans un conseil de paix ensemble avec des représentants de la Turquie, de Qatar, deux pays qu'il a annoncé il y a très longtemps qu'il les considère comme des ennemis d'Israël. Et ce n'est pas par hasard, je crois qu'il n'était pas, d'abord il n'était pas invité, de toute façon il n'avait pas l'intention d'aller pour les premières rencontres, pour justement ne pas avoir sa photo à côté des représentants de ces deux pays, et c'est quelque chose qu'il ne pourra pas faire passer à son propre électorat. Vous mettez en avant donc ce côté où donc l'extrême droite israélienne s'est alliée au gouvernement, si je ne me trompe pas, en 2023, avec une loi qui est passée, enfin, je n'ose pas m'aventurer, mais je crois que c'est à partir de 2023. Oui, les dernières élections étaient en décembre 2022, donc oui, début 2023. Et vous l'avez mis en avant qu'il y a une scission donc, entre Benjamin Netanyahou et Itamar Ben-Gvir et Smotrich également sur certaines questions, notamment sur la colonisation. On voit qu'en octobre, la Knesset a été très divisée, et le Likoud également, où on a eu une sorte de reconnaissance de 19 ou 6 colonies supplémentaires en Cisjordanie. Et le Likoud, donc le parti de Netanyahou, n'était pas en faveur de cela, à part 2 ou 3 personnes. Et le reste était en faveur de cette expansion coloniale en Cisjordanie. Est-ce que cette distance ou cette division entre Netanyahou et l'extrême droite pourrait avoir un impact sur le processus de colonisation en Cisjordanie, mais aussi de reconnaissance des Palestiniens ou des Arabes israéliens dans la manière dont c'est abordé, qui résident là-bas? Je ne crois pas. Je crois que la clé est toujours l'administration américaine. C'est ça, en fait, qui pousse Netanyahou à être prudent. C'était comme ça pendant des années. Et bien sûr, maintenant, il est soi-disant plus flexible parce qu'on a vu la politique vis-à-vis de la Cisjordanie a beaucoup changé quand même. Avec les gouvernements d'extrême droite, Netanyahou a accordé beaucoup de pouvoir, justement, par exemple, à Bezalel Smotrich, qui est non seulement le ministre des Finances, mais il est aussi une sorte de sous-ministre au sein du ministère de la Défense, responsable des colonisations. Et donc, il a certains pouvoirs, justement, pour avancer des projets de colonisation, avec des routes ou d'autres infrastructures, et même côté judiciaire.
Et donc là, déjà, il a cédé d'une certaine façon à la politique de l'extrême droite vis-à-vis la Cisjordanie. Et ce qui le retient, c'est les Américains qui disent attention, nous, on n'est pas du tout d'accord avec cette politique. Netanyahu, c'est peut-être un peu curieux à le dire, surtout vis-à-vis les Français, était plutôt un homme pragmatique, plus qu'un idéologue, malgré le fait que son père, qui était un historien, était un idéologue de droite, Benjamin Netanyahu. Mais Netanyahu, on se souvient, en 2009, avec son discours de Bar-Ilan, il a évoqué la solution des deux États. Maintenant, c'est impensable. C'est impensable justement parce que pour lui, ce qui est important, c'est son survie politique et son survie personnelle. On a déjà évoqué sa nécessité, son besoin en fait des partis d'extrême droite pour avoir des législations qui vont peut-être résoudre ces problèmes juridiques. Donc c'est sur les deux plans, la survie de sa coalition et son survie lui-même. Et donc, étant pragmatique, il pense sur ce côté-là. Mais je pense que, au fait qu'on est après le 7 octobre, et même si on le qualifie comme quelqu'un pragmatique, son virement à droite, c'est un virement où il ne peut plus retourner, il ne peut plus se recentrer. La société israélienne a viré à droite et lui avec. Et donc là, l'administration américaine peut l'arrêter jusqu'à un certain point. Mais bien sûr, on voit aussi la tolérance de ce gouvernement face à la violence des colons. C'est quelque chose qu'on n'a jamais vu avant, pas à tel point qu'on le voit aujourd'hui. Donc mon dernier point sur l'aspect politique, c'est, et vous l'avez mis en avant sur votre dernière phrase, c'est la violence qu'on voit de plus en plus et qui est accrue. Vous l'avez bien dit que Smotrich et Ben Gvir également ne s'en cachent pas. On voit également de nombreuses vidéos où ils font des tournées dans des prisons ou alors dans des discours qui parfois peuvent être très virulents, notamment sur le désir de pendre les Palestiniens otages et prisonniers, ou le désir de continuer à étendre et la création d'Israël sur les différentes entités restantes du territoire palestinien. Mais ce qui est important à mettre en avant, c'est qu'il y a un racisme qui est mis également contre les juifs orthodoxes, comme les Israéliens qui refusent de participer donc à l'armée. Ce sont la plupart du temps des jeunes, mais aussi contre les Arabes et les Palestiniens. Est-ce que, selon vous, on assiste plutôt à un durcissement structurel du caractère ethnocratique de l'État israélien ou à une radicalisation conjoncturelle liée à la guerre, sachant qu'il est important de remettre en avant que cette question raciale a été mise sur le dos du sionisme, alors que quand le sionisme a été créé, notamment par Theodor Herzl, mais également d'autres communautés religieuses, la question de créer l'État israélien n'était pas de diviser les sociétés qui étaient déjà préexistantes en territoire israélien-palestinien, alors qu'aujourd'hui, cette idée de division a été poussée sur le ton racial. Est-ce que cela ne mettrait pas, en plus de ça, en danger la société israélienne qui, elle-même, ne souhaite pas avoir cette division raciale ? Moi, je serais très prudente d'utiliser le mot racial dans ce contexte. D'abord, parce que quand on regarde le sionisme, avec justement, vous avez évoqué Theodor Herzl, c'était un mouvement qui était à la base séculaire. Oui. Ce n'était pas un mouvement religieux. Donc, moi, je ferai attention. Après, vous avez évoqué beaucoup de composants dans la société israélienne. Et quand on regarde la crise avec les ultra-orthodoxes, par exemple, il ne s'agit pas d'un problème racial, je pense. C'est un problème qui a existé en fait depuis la fondation de l'État d'Israël. À l'époque, le Premier ministre David Ben-Gurion a accepté que quelques centaines de jeunes ultra-orthodoxes, ceux qui étudient dans les yeshivas, dans les séminaires rabbinicaux, sont exemptés de services militaires parce que c'était important aussi pour le peuple juif qu'il y aura ces noyaux en fait
qui garde aussi la flamme de l'étude de la Torah et du Talmud. Et même si lui, il était complètement séculaire, il n'était pas du tout un homme religieux, David Ben Gurion. Le problème est que depuis cette époque, le nombre de personnes qui ne font pas leur service militaire a tellement augmenté que c'est devenu un phénomène insupportable pour tous ceux qui ne sont pas religieux. Et même si on regarde ceux qui sont religieux, parce que vous avez les autres orthodoxes, mais vous avez aussi les orthodoxes nationaux qui participent dans la vie quotidienne et qui servent dans l'armée. Pour eux aussi, c'est devenu insupportable. Depuis le 7 octobre, bien sûr, ce point-là, cette fracture entre la société séculaire et les autres orthodoxes, c'était accentué parce qu'Israël a payé ces 2 ans tellement cher. Il y avait bien sûr le 7 octobre, mais depuis, il y avait des centaines, autour de 800 soldats qui sont morts dans la bande de Gaza. C'est un prix extrêmement lourd pour la société israélienne. Et là, les gens regardent, mais ils disent, c'est pas possible, c'est pas possible. Nous, on continue de payer nos impôts, même si la situation économique est extrêmement grave à cause de la guerre. On paye avec les sang de nos enfants. Et qu'est-ce qu'ils font les autres orthodoxes? Ils sont bien chez eux, avec de plus en plus, en fait, il faut dire, de budget aussi. Parce que le gouvernement, on a évoqué tout à l'heure, le fait est que Benjamin Netanyahu dépend des partis ultra-droites, mais ils dépendent aussi des partis ultra-orthodoxes. On a évoqué son besoin de survie politique. Et donc là aussi, il y a les autres orthodoxes qui profitent de son besoin de survie, qui ne se jettent pas justement à exiger qu'il y aura une loi qui va encadrer justement l'exemption des services militaires, qui va encadrer aussi tous les bénéfices de sécurité sociale, etc., dont ils estiment qu'ils ont les droits. Et donc là, c'est une fracture très dure dans la société israélienne, mais je ne vais pas la qualifier comme raciale. Certes, les Arabes israéliens aussi ne sont pas dans l'armée. Ça, c'est aussi quelque chose qui est encadré dans la législation israélienne. Mais là, je crois qu'il y a une compréhension de la part de la société israélienne vis-à-vis de ça, parce qu'effectivement, les Arabes israéliens, Israël est très petite, ils ont des parents, de la famille, des amis en Cisjordanie et dans la bande de Gaza, et ça sera extrêmement compliqué de les mettre dans une telle situation. Et donc là, je crois qu'il y a moins d'amertume, si vous voulez, de la part, en tout cas, de la part de la société israélienne séculaire vis-à-vis de ce phénomène où il y a des Israélo-Arabes, la plupart des jeunes Israélo-Arabes qui ne sont pas représentés dans l'armée, qui est censée quand même être l'armée du peuple. C'est comme ça, justement, si on parle de David Ben Gurion, c'est comme ça qu'il a qualifié au moment de l'établissement de l'État en 1948. Et c'est un point très important, et merci d'être revenu dessus, c'est que le terme racial a été utilisé de nombreuses fois pour qualifier certaines situations en Israël. Alors comme vous le faites bien de le mettre en avant, ce terme-là n'est pas employé pour tout. Peut-être le terme raciste pour ce qui a été mis en avant et les dialogues qui ont été mis en avant, mais c'est plutôt le caractère séculaire et religieux qui est actuellement divisé, et notamment ce que vous avez mis en avant avec les ultra-orthodoxes et orthodoxes et la société israélienne, mais aussi avec les Arabes israéliens, et c'est plutôt pour l'aspect ne pas s'engager pour aller attaquer et entretuer ses amis, ses frères et sœurs ou sa famille de manière générale. Et c'est quelque chose qui est très important à mettre en avant, puisque les mots ont un sens et les mots ont été parfois utilisés pour diaboliser un côté, diaboliser l'autre côté aussi, mais également pour semer la zizanie et diviser. Et ça a été le rôle principalement des réseaux sociaux, mais aussi de certaines personnes qui ont accepté de diaboliser la chose, alors qu'au final, on parle d'humains des deux côtés qui subissent en fait les mauvaises qualifications et qui subissent le fait que certains termes ne sont pas employés correctement pour qualifier les souffrances des uns et des autres. Et donc merci d'être venu sur cette notion-là qui a été mise en avant plusieurs fois de manière compliquée par mal de journaux. Oui, si je peux ajouter quelque chose, c'est vrai qu'utiliser le mot racial est compliqué dans ce contexte,
Mais, et ça me chagrine de dire, mais dans la société israélienne, même si le mot racial ne qualifie pas exactement la situation, mais la haine vis-à-vis les Arabes, si, ça existe. Et la haine vis-à-vis les Palestiniens, bien sûr que ça existe, et de plus en plus. Et ça, c'est quelque chose que Smotrich et Ben Gvir, justement, il encourage, il répète, il ne se gêne pas de le dire. Ils ont des mots extrêmement durs et qui sont acceptés par une partie en fait, de la population en Israël. Là, ils profitent bien sûr de tous les craintes sécuritaires qu'on a évoquées tout à l'heure pour dire mais c'est la faute des Israélo-Arabes, c'est la faute des Palestiniens, si c'est en Cisjordanie ou dans la bande de Gaza, et il y a des gens qui y croient. Les mots ont un sens. Les mots ont un sens, surtout quand la personne qui les prononce est ministre ou membre du Parlement, donc ce n'est pas quelque chose qu'on peut ignorer et dire non, c'est juste des mots comme ça. Ça a de l'influence. Mais ça influence et ça légitimise aussi certaines violences et certaines divisions. Et c'est pour ça que c'est très compliqué d'aller de l'avant. On parle d'Israël et Palestine, mais sans apporter de solution, mais qui soit plutôt viable et finale. Donc c'est-à-dire qu'on est là à dire il faut faire ci, ça, mais il n'y a pas de concret, il n'y a pas d'idée dans comment on peut régler cette histoire qui dure depuis des années. Le fait, comme vous avez dit, que maintenant ce racisme et cette haine a été employé par des personnalités haut gradées, ça légitimise pas mal de choses pour une grande partie des personnes qui au départ ne l'étaient peut-être pas ou l'étaient, mais maintenant ça a été juste accepté et maintenant on arrive sur quelque chose de très décomplexé et on n'arrive pas à sortir de ce cercle vicieux de violence qui se répète constamment. Et donc mes derniers points vous concernaient plutôt alors forcément le Moyen-Orient mais aussi la question de l'exode. On va peut-être d'abord aller sur la question de l'exode et mobilité avant d'aller sur le Moyen-Orient. Donc on a remarqué, avec mon équipe et moi-même, que l'émigration israélienne n'est pas un phénomène nouveau. On a vu que ça a longtemps été dépolitisé et interprété plutôt comme une mobilité individuelle pour le travail, pour les vacances, aussi facilitée par la binationalité d'une grande partie des Israéliens. Depuis 2023, cette mobilité-là a plutôt changé de nature. On est plutôt sur quelque chose où on a un manque de confiance envers le gouvernement, une fatigue aussi des conflits qui ne se terminent pas du tout. Et donc ça a plutôt un indicateur politique mais aussi sécuritaire. On a vu aussi que pas mal d'entre eux, ça a fait la une pendant très longtemps au niveau de la presse, que beaucoup ont demandé à demander une nationalité portugaise pour aller au Portugal. Une partie aussi se sont rendus en Grèce et l'autre partie est partie aux États-Unis. Est-ce qu'on peut aujourd'hui analyser l'émigration israélienne comme une mobilité pragmatique ou faut-il voir une forme plutôt de manière de dire on abandonne, on est fatigué, on veut aller ailleurs et avoir plus de sécurité? Oui, écoutez, je parlais justement ces derniers mois avec plusieurs cabinets d'avocats qui traitent toutes ces procédures justement pour demander une autre nationalité. Vous avez évoqué le Portugal, mais il y a pas mal d'Israéliens qui demandent aussi la nationalité allemande. Oui. Ça a l'air absolument paradoxal. Complètement. Ou autrichienne, parce que les lois en Allemagne permettent justement à des enfants, des petits-enfants de survivants de la Shoah de demander la nationalité. Et en Roumanie, pareil. Et tout le monde m'a dit exactement la même chose. Il y avait une montée absolument fulgurante de cette demande d'ouvrir des dossiers de ce genre après les élections de décembre 2022. Il y avait un sentiment justement que la société israélienne va à passer une cape terrible justement sur le caractère ou la nature démocratique d'Israël. Donc là, tous ces cabinets m'ont dit on a passé de quelques dizaines de dossiers par an à des centaines et même des milliers de dossiers des Israéliens qui voulaient justement explorer cette possibilité. Et qu'est-ce que ça veut dire explorer cette possibilité? Là aussi, il y avait un changement parce qu'avant,
décembre 2022, beaucoup d'Israéliens qui ont tenté de voir s'ils ont le droit justement de notre passeport, de notre nationalité, c'était comme une police d'assurance. On aura ça au cas où nos enfants veulent faire des études dans d'autres pays, ou au cas où on veut passer quelques années à l'étranger pour nous changer l'idée. Non, maintenant, c'est devenu quelque chose de beaucoup plus concret avec des gens qui disent non, c'est pas une police d'assurance, c'est vraiment quelque chose qu'on réfléchit de façon concrète. Peut-être on va quitter Israël pour s'installer ailleurs, pour ne pas retourner. Et l'année passée, en fait, c'était quasiment la première année où il y avait plus des Israéliens qui ont quitté Israël par rapport à ceux qui étaient de retour. Et ce qui était même plus alarmant, c'était que parmi ceux qui sont partis et qui ne sont pas retournés, la plupart c'était des gens avec un profil académique très haut, donc soit vraiment des gens dans la high-tech ou des chercheurs, voilà, des doctorants, des post-doctorants. Donc, ce phénomène est extrêmement inquiétant. Et ces gens-là, ils ne disent pas qu'ils vont retourner en Israël. Ils disent que oui, ça est devenu trop difficile pour élever des enfants, voilà, pour mener une vie tranquille, on ne peut plus. Donc là, c'est d'abord ce qui s'est passé l'année avant le 7 octobre, avec cette réforme judiciaire, davantage après le 7 octobre, avec tout simplement la peur que la guerre, ça ne va jamais terminer. Vous mettez en avant un phénomène important sociologique où c'est vraiment une certaine catégorie qui actuellement quitte le territoire israélien. Est-ce que donc c'est une sorte, on assiste à une sorte de brain drain, la fuite des cerveaux. Est-ce que on assiste à ce moment-là à une sorte d'érosion au sein de la société israélienne où on a cette fuite de cerveau alors qu'actuellement le gouvernement et Israël de manière générale essayent de les retenir parce que vous parlez de crise économique, il y a besoin d'avoir ces catégories-là professionnelles pour pouvoir continuer à apporter une aide économique au pays, à faire fonctionner certaines institutions, etc. Mais c'est vrai que la plupart mettent en avant cette perte de confiance de l'État. Et donc c'est aussi la raison pour laquelle ils décident de quitter Israël. Est-ce que il y a beaucoup de personnes qui mettent en avant que c'est une sorte d'érosion du consentement du sacrifice, où c'est l'aspect militaire, fiscal et symbolique. Est-ce que vous aussi, vous pensez qu'on assiste vraiment à ce type-là d'érosion ? Oui, vous savez, parler des fuites, est-ce que le gouvernement essaie de le retenir? Justement, c'est ça le problème. Les gouvernements n'essayent pas. Et si on regarde les profils de toutes les associations qui ont surgi après le 7 octobre pour aider justement les familles des victimes, mais aussi, en partie, aider tous les gens qui étaient déplacés, parce qu'il y avait à l'époque des milliers de personnes qui étaient déplacées du sud d'Israël, qui ne pouvaient plus rester chez eux pendant plusieurs mois, parce que les Hamas, les risques justement de roquettes tirées par les Hamas existaient toujours. Pareil, pour le nord d'Israël, il y avait aussi autour de 60 000 personnes qui étaient évacuées de chez eux, qui ne pouvaient plus rester chez eux. Et donc, toutes les associations qui ont surgi pour les aider étaient basées d'une grande partie justement sur des entrepreneurs de high-tech. Donc, on peut dire, je pense que dans cette tranche de la société, si vous voulez, les gens qui ont pris la place du gouvernement, de la responsabilité des autorités, c'était justement ce secteur de high-tech qui n'avaient plus confiance aux autorités, qui ont dit non, les autorités, ils ont failli sur le plan sécuritaire le 7 octobre et ils n'arrivent pas justement d'aider les gens ont besoin après le 7 octobre. C'est à nous de prendre le relais. Et donc, ce sont maintenant les mêmes gens qui disent, mais ça fait maintenant 2 ans et le gouvernement toujours tourne le dos à ces personnes, tourne le dos à la société israélienne, tourne le dos à ces gens qui ont essayé d'aider et maintenant les gouvernements les qualifient comme
des gauchistes, parce que ça est devenu un injure presque en Israël. Or, ce sont des gens qui tout simplement voulaient donner, voulaient aider les autres. Et donc, bien sûr, ces gens-là, ils disent, mais peut-être on n'a plus notre place, c'est peut-être plus notre pays, on va partir, on va aller ailleurs. Donc, forcément, un sentiment d'abandon qui continue. Et ce sentiment que le gouvernement, justement, pousse tous ces gens qui veulent aider, qui veulent construire une société plus saine, plus prospère. Au lieu de les aider, le gouvernement le pousse dehors. Mais du coup, maintenant, mes 2 dernières questions, ça va concerner cette idée stratégique militaire israélienne au Moyen-Orient qui commence à toquer à la porte de l'Afrique, notamment avec le Somaliland et le Nigeria. On a eu de nombreuses contestations sur le comportement d'Israël, sur des attaques sur des territoires où il y a une sorte de violation de souveraineté, notamment en Syrie, avec la protection des Druzes de Soueida, donc l'attaque a été à Damas. Ensuite, on a eu le conflit qui a été direct à plusieurs reprises avec l'Iran, donc on a eu en juin 2025, on a eu aussi en avril et octobre 2024, on a eu des missiles iraniens sur le territoire israélien et vice-versa. On a également aussi les attaques au niveau du sud Liban, mais également vers Beyrouth. Et la menace aussi, à un moment donné, c'était à rapprocher de l'Irak, mais les États-Unis ont mis un stop sur la question irakienne pour le moment. Et actuellement, on a donc le gouvernement qui reconnaît le Somaliland. Donc il y a une sorte maintenant de division en interne en Somalie par rapport à cette question-là. Et donc là, c'est un point qui est mis en avant, mais qui n'est pas encore étudié, puisque ça n'a pas encore été poussé. Mais il y a la question aussi du Nigeria, où les États-Unis, en accord avec également des discussions supposées avec Netanyahou, où il y a une sorte de potentiel génocide contre les chrétiens du Nigeria, et qu'il faut intervenir. Est-ce que pour vous, cet embrasement régional et cette ouverture à un embrasement potentiel et embrasement, je mets aussi entre guillemets, en Afrique, pourrait impacter la société israélienne et fragiliser davantage le gouvernement israélien? D'abord, je pense non, parce que les Israéliens, c'est peut-être triste à dire, s'intéressent pas beaucoup en Afrique. Mais je vais mettre un petit peu les choses en clair, parce que pour moi, même s'il y avait peut-être quelques reportages, oui. Israël n'a aucune intention d'intervenir au Nigeria. C'est un pays avec lequel Israël a des relations, mais de là à s'engager dans les conflits entre le sud et le nord, je ne pense pas du tout. Même si peut-être Israël devrait réfléchir à toute cette question des groupes d'extrémistes en Afrique, ce n'est pas sans conséquence sur Israël. Mais de là à intervenir au Nigeria, je ne pense pas. Le Somaliland, c'est un autre sujet, effectivement, qui divise aussi la diplomatie israélienne, avec pas mal de voix qui disent que c'était absolument une erreur diplomatique, justement, d'être le premier au monde, plus ou moins, sauf les Taïwan, mais bon, ils ne font pas partie de l'ONU, mais être la première membre de l'ONU à reconnaître Somaliland et mettre toute la communauté internationale sur ce plan contre Israël à la fin, y compris des pays qui sont très importants pour Israël au niveau stratégique, si c'est l'Égypte par exemple. Et même l'Éthiopie qui a ses propres intérêts, mais l'Éthiopie n'a pas, à la fin n'a pas reconnu, n'a pas pris cette part supplémentaire pour reconnaître le Somaliland. Et donc pourquoi Israël doit le faire avant d'autres pays? Il faut dire que les relations d'Israël avec la Somalie sont très compliquées. C'est un pays ennemi qui n'a jamais voulu avoir de relations avec Israël. Donc là, Israël ne cherche pas. C'est pas comme si ne pas reconnaître le Somaliland aurait amélioré les choses. Je crois qu'il faut mettre ça dans une situation peut-être, même si le gouvernement ne va pas admettre ça, mais Israël est de plus en plus isolé sur la scène internationale. Et donc reconnaître le Somaliland, c'est d'une certaine façon dire
regardez, on ajoute un autre pays sur notre liste des pays du continent africain avec qui on a des relations, et on sait que les relations avec le continent africain sont devenues de plus en plus compliquées depuis le 7 octobre. Il y a des pays amis, si on veut qualifier comme ça, si c'est par exemple le Kenya. Le Maroc aussi. Voilà. Les Maroc sont un petit peu plus compliqués quand même, mais c'est vrai qu'Israël, depuis les accords d'Abraham, il y a bien sûr la paix, mais ça c'est encore plus compliqué que le Kenya, qui ont gardé leurs relations intactes avec Israël, mais de l'autre côté, par exemple, on prend... ça, c'est un exemple très récent de l'Afrique du Sud. Les relations étaient toujours extrêmement sensibles entre l'Afrique du Sud qui soutenait depuis des années, depuis la fin de l'apartheid, le gouvernement sud-africain a soutenu la cause palestinienne. Mais les conflits entre les deux pays s'est accentué avec les derniers développements, justement. Il y a eu la demande à ce qu'un diplomate israélien quitte le territoire. Exactement. Ça fait maintenant plusieurs mois, en fait, presque depuis le 7 octobre, qu'il n'y a plus des ambassadeurs sur place, mais là, on parle aussi des chargés d'affaires. Et donc, on monte un cran dans la rupture entre les deux pays, et ce n'est pas exclu qu'à un certain moment, l'Afrique du Sud va même dire on ne veut plus de relations diplomatiques avec Israël. Et, donc là, je pense qu'Israël s'est dit, bon, il y a des pays comme ça qui sont de plus en plus en Afrique contre nous, mais voilà, on va montrer, là, on va peut-être ouvrir, je ne sais pas, une ambassade au Somaliland, peut-être ils vont ouvrir une ambassade en Israël. Donc c'est une décision très contestée en Israël, mais que le gouvernement continue à soutenir. Je crois qu'il y avait même, pas plus tard qu'hier, le président de Somaliland qui a dit, oui, je t'ai invité par M. Netanyahu à faire une visite, je peux venir bientôt en Israël. Et donc, ma question finale, c'est une question un peu plus ouverte et transversale. Israël, depuis le 7 octobre, nous oblige-t-il à repenser non seulement la notion d'état de guerre, mais aussi celle de la société civile sous militarisation permanente, où la démocratie ne disparaît pas formellement, mais se reconfigure autour de la sécurité comme valeur suprême? Oui, disons, cette question, c'est une question, je pense, qui a accompagné la société israélienne depuis la naissance de l'État hébraïque, parce que presque toutes ces années d'existence, Israël était dans un état de guerre. Il y avait peu d'années qu'on peut qualifier comme des années tranquilles. Et même si moi je me souviens, quand j'ai commencé ma carrière diplomatique, et c'était juste après les accords d'Oslo avec l'autorité palestinienne. Il y avait à l'époque, bien sûr, le Premier ministre Yitzhak Rabin qui a signé ces accords avec Yasser Arafat, le ministre des Affaires étrangères Shimon Peres, qui avait tous les deux avaient la vision d'un Proche-Orient nouveau. Israël va ouvrir des ambassades partout dans tous les pays arabes. C'était une période extrêmement courte. L'assassinat d'Yitzhak Rabin a coupé tout ça et a replongé la société israélienne dans un conflit, d'abord sociétal, mais aussi politique, et qui a entraîné aussi après, on sait, le recommencement justement de conflit avec les Palestiniens. Les années après, il y avait plusieurs mini-guerres, si vous voulez, dans la bande de Gaza. Et donc la société israélienne n'était très peu épargnée de cette question sécuritaire, je crois. J'ai l'impression que chaque génération espère que nos enfants à nous, il n'y aura plus, en France on ne connaît pas ça, depuis votre génération ne connaît pas les services militaires. En Israël c'est toujours obligatoire, 3 ans pour les garçons, 2 ans pour les filles. Mais maintenant avec la guerre c'est même prolongé chaque fois de quelques mois. Moi quand j'étais jeune je me suis dit mes enfants si je reste en Israël ils vont plus faire l'armée. Et bien sûr, là, on est
on retombe dans cette situation où la question sécuritaire est devenue quelque chose qui a pris contrôle, si vous voulez, sur notre vie. On ne peut plus faire des projets. On est forcé justement d'être plongé en permanence. J'ai parlé avec des amis en Israël qui étaient censés justement de venir à Paris pour quelques jours, pour un week-end. Ils m'ont dit non, on annule notre vol parce qu'on ne sait pas, on va venir à Paris, on ne pourra plus retourner parce que peut-être l'Iran va nous frapper. Et donc là, il y a, je crois, une énorme fatigue qui s'installe. Et ça, on revient à cette question que vous avez posée sur ceux qui veulent partir. Une fatigue qui s'installe avec cette question sécuritaire. Jusqu'à quand les Israéliens peuvent laisser ça décider leur avenir? Ça empêche aussi, on a évoqué la question de régler pour une fois la question israélo-palestinienne. Chaque fois, ça se repousse parce qu'il y a la guerre. On ne peut pas la discuter pendant qu'il y a la guerre. Donc, c'est quand qu'on va la discuter? C'est quand qu'on va ouvrir ce dialogue? Tout le monde est en souffrance en permanence. On ne voit pas une issue. Donc, c'est une réalité extrêmement dure, je pense, pour les Israéliens, pour beaucoup d'Israéliens qui ne voient pas une issue de la situation actuelle. Il faudra peut-être plusieurs années pour que la société se reconstruise du massacre de 7 octobre, de la rupture de la société même, voir un avenir meilleur pour la région. On veut rester optimiste, mais ce n'est pas si facile que ça. C'est bien vrai. Merci beaucoup pour votre œil aiguisé sur votre analyse, sur la manière dont vous avez mis en avant la cité israélienne de manière très analytique pour qu'on puisse comprendre également ce qui se passe, afin de nous dissocier complètement des médias et des réseaux sociaux et avoir un œil frais. Donc merci beaucoup sur cela et j'aimerais vous dire à la prochaine. Avec plaisir.